Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo consacrée au syllogisme juridique. Alors, si vous êtes étudiant en droit, vous devez impérativement comprendre et maîtriser le syllogisme juridique. D'abord parce que le syllogisme juridique, c'est le raisonnement par excellence du juriste. Un juriste, ce n'est pas quelqu'un qui apprend par cœur son code civil, c'est plutôt quelqu'un qui raisonne à l'aide du syllogisme juridique. Et puis également parce que le syllogisme juridique, ça va vous servir à résoudre l'ensemble des cas pratiques qui vous seront demandés pendant vos études de droit. Donc autant vous dire que si vous ne maîtrisez pas le syllogisme juridique, vous allez avoir beaucoup de mal à réussir vos études. Mais ça tombe bien puisque dans cette vidéo, on va justement voir en détail en quoi consiste le syllogisme juridique. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, avant d'aborder le syllogisme juridique, il faut qu'on commence par s'intéresser au syllogisme de manière générale. Le syllogisme, c'est un raisonnement déductif qui est composé de 3 étapes. Première étape, on a une proposition générale qu'on appelle la majeure. Deuxième étape, on a une proposition particulière qu'on appelle la mineure. Et puis troisième étape, on a une conclusion qui est déduite par la confrontation de la mineure à la majeure. Et un exemple très célèbre de syllogisme non juridique, c'est le suivant. On a une majeure qui est que tous les hommes sont mortels. Ensuite, on a une mineure qui est que Socrate est un homme. Et donc là, on va confronter la mineure Socrate est un homme à la majeure qui nous dit que tous les hommes sont mortels, et donc on en déduit la conclusion qui est que Socrate est mortel. Voilà donc pour un exemple de syllogisme. Maintenant, en ce qui concerne plus précisément le syllogisme juridique, eh bien, en droit, l'étape de la mineure, elle est constituée par les faits. L'étape de la majeure, elle correspond à la règle de droit qui est applicable aux faits. Et la conclusion, elle résulte de l'application de la règle de droit aux faits. Le syllogisme juridique consiste donc à appliquer à des faits la règle de droit adéquate pour en déduire la solution. Voyons maintenant un exemple de syllogisme juridique pour bien comprendre l'idée. On a donc ici une première étape qui est la majeure, et en l'occurrence, l'article 1240 du Code civil qui nous dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc ça, c'est le fondement de la responsabilité du fait personnel, et donc concrètement, ça signifie que si une personne commet une faute qui cause à autrui un dommage, alors cette personne doit réparer le dommage qu'elle a causé. Donc ça, c'est la majeure. Ensuite, on va avoir une mineure qui nous dit que X a blessé Y. Donc X a causé à Y un dommage. Et donc, naturellement, en confrontant cette mineure à la majeure, on va en déduire la conclusion qui est que X doit réparer le dommage causé à Y. Ça, c'est donc un syllogisme juridique. Donc, vous l'avez bien compris à ce stade, il y a 3 étapes, la majeure, la mineure, la conclusion. On va maintenant détailler un petit peu plus chacune de ces 3 étapes, en commençant par la majeure. La majeure, elle est donc constituée de la règle de droit. Et concrètement, il peut s'agir de toute norme juridique. Ça peut être un article de loi, ou même plusieurs articles de loi. Ça peut être également un article de la Constitution, ça peut être un article d'un traité international, ça peut être un règlement européen, un décret, un arrêté. Également, ça peut être de la jurisprudence. Très souvent, on va avoir également une combinaison de plusieurs normes. On va avoir par exemple un ou plusieurs articles de loi, et puis la jurisprudence qui interprète cet article de loi ou ces articles de loi. Ça, c'est donc la majeure, ça correspond à la règle de droit qui est applicable aux faits. Ensuite, deuxième étape, la mineure. La mineure, c'est donc
l'énoncé des faits, mais très important, la mineure, elle énonce les faits en les qualifiant juridiquement. Et cette opération de qualification juridique des faits, elle est vraiment essentielle, puisqu'elle consiste à faire rentrer les faits dans une catégorie juridique afin de leur appliquer un régime juridique. Puisqu'au final, dans la majeure, en exposant la règle de droit applicable, on va énoncer une ou plusieurs catégories juridiques, et puis ensuite, dans la mineure, on va faire rentrer les faits de l'espèce dans une ou plusieurs catégories juridiques afin d'en déduire l'application de règles juridiques. Et donc, vous l'avez bien compris, l'opération de qualification juridique des faits qu'on effectue dans la mineure, elle se fait évidemment en considération de la règle de droit applicable, en considération des catégories juridiques qu'on a exposées dans la majeure. Et puis enfin, troisième et dernière étape du syllogisme juridique, ça va être la conclusion. La conclusion qui est donc concrètement la solution qui résulte de l'application de la règle de droit aux faits. La solution qui résulte de la confrontation des faits à la règle de droit applicable qu'on a exposée dans la majeure. Et donc, ça, c'est le syllogisme juridique et c'est ce raisonnement qu'il faut appliquer pour résoudre un cas pratique. Et dans la suite de cette vidéo, on va justement résoudre ensemble un cas pratique en utilisant le syllogisme juridique pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Juste avant, petite parenthèse, n'oubliez pas que si vous voulez réviser efficacement l'introduction au droit, vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en introduction au droit, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière introduction au droit. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Parenthèse fermée, on va maintenant s'attaquer au cas pratique. Voilà donc l'énoncé du cas pratique que je vous propose. Et d'ailleurs, c'est un cas pratique que vous pourriez tout à fait avoir dans le cadre de la matière introduction au droit. Alors on y va. Kevin a vendu son scooter à Mathieu. Le jour de la vente, ils ont rédigé un contrat qui prévoyait la livraison du scooter le jour même et le paiement par Mathieu à Kevin d'une somme de 2200 € dans un délai d'une semaine. La vente s'est faite en présence de Rémi, un de leurs amis communs, et confiant, Kevin a bien livré le scooter à Mathieu, mais il se trouve que 3 semaines plus tard, il n'a aucune nouvelle de Mathieu qui ne l'a toujours pas payé. Et entre-temps, l'immeuble dans lequel il vit a brûlé et le contrat de vente qu'il conservait précieusement a disparu dans l'incendie. En l'absence du contrat, Kevin se demande s'il peut faire reconnaître l'existence de la vente. Ça, c'est donc l'énoncé du cas pratique. Alors, on va maintenant résoudre ensemble ce cas pratique. Alors, bon, vous savez sans doute déjà que dans le cas pratique, il y a 5 étapes, et avant même les 3 étapes qui correspondent au syllogisme juridique, on a 2 étapes préalables qui sont le résumé des faits et le problème de droit. Donc on va commencer par résumer les faits, ensuite on va exposer le problème de droit, et puis ensuite on va réaliser un syllogisme juridique. Alors, ici en l'occurrence, on pourrait résumer les faits de l'espèce de la manière suivante. On pourrait dire que, très simplement, un contrat de vente d'un montant de 2200 € a été conclu entre 2 personnes et en présence d'un tiers. L'acheteur refuse de payer le vendeur. En outre, la preuve écrite du contrat a disparu dans un incendie. Et le problème de droit, c'est le suivant. Est-il possible de prouver l'existence d'un contrat de 2200 € lorsque le contrat écrit a disparu dans un incendie? On va maintenant pouvoir appliquer le syllogisme juridique. Commençons donc par la majeure, par la règle de droit applicable.
ici, il faudrait dire que, en application de l'article 1359 du Code civil, les actes juridiques d'une valeur supérieure à 1500 € doivent être prouvés par écrit. Vous vous souvenez qu'en l'espèce, le contrat de vente, il porte sur une somme de 2200 €. Toutefois, il résulte de l'article 1360 du Code civil que cette exigence d'une preuve écrite ne s'applique pas lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Un cas de force majeure s'entend d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. À ce titre, la Cour de cassation a affirmé qu'un incendie était bien un cas de force majeure, notamment dans un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, en date du 10 décembre 2008. Et en l'absence d'exigence d'une preuve écrite, un acte juridique se prouve par tout moyen, comme par exemple des témoignages. Voilà donc pour la majeure. On passe maintenant à la deuxième étape du syllogisme, qui est la mineure. On va donc énoncer les faits en les qualifiant juridiquement, en les faisant rentrer dans des catégories juridiques qu'on a énoncées dans la majeure. On va confronter les faits de l'espèce à la règle de droit qu'on a énoncée dans la majeure. Et donc, dans la mineure, on pourrait dire que l'objet du litige est un contrat de vente d'un montant de 2200 €. Or, le contrat est un acte juridique. Donc, vous voyez que, déjà ici, donc, le contrat de vente du scooter d'un montant de 2200 €, je le fais directement rentrer dans une catégorie juridique, puisque je précise bien que ce contrat de vente du scooter, c'est un acte juridique. Et s'agissant d'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1500 €, puisque c'est 2200 €, le contrat de vente devrait, en vertu de l'article 1359 du Code civil, être prouvé par écrit. Donc ici, vous voyez bien que je confronte les faits à la règle de droit que j'ai énoncée dans la majeure. Donc en l'occurrence, l'article 1359 du Code civil. Et donc, avec cette confrontation, j'en déduis que, a priori, le contrat de vente du scooter devrait être prouvé par écrit. Cependant, la preuve écrite du contrat a disparu dans un incendie, ce qui est constitutif d'un cas de force majeure au sens de l'article 1360 du Code civil. Là encore, confrontation des faits de l'espèce à la règle de droit énoncée dans la majeure. Puisque dans la majeure, on avait dit que l'exigence d'une preuve écrite ne s'applique pas lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Ensuite, on avait défini ce qu'était un cas de force majeure. On avait précisé qu'un incendie, c'est bien un cas de force majeure. Et donc ici, dans la mineure, on peut déduire que, en l'espèce, l'incendie est bien constitutif d'un cas de force majeure au sens de l'article 1360 du Code civil. Et dès lors, l'exigence de preuve écrite est écartée et par conséquent, le contrat de vente peut être prouvé par tout moyen, comme par exemple des témoignages. Et en l'espèce, vous vous souvenez que Rémi, l'ami commun du vendeur et de l'acheteur, était présent au moment de la vente, et donc le vendeur pourra demander à ce tiers qui était présent au moment de la vente de témoigner en sa faveur. Et donc, conclusion du syllogisme juridique, le vendeur est en mesure de prouver l'existence du contrat de vente. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura aidé à mieux comprendre comment effectuer un syllogisme juridique dans un cas pratique. Et de manière plus générale, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.